Toutes les femmes sont des reines, certaines plus reines que les reines. Elles disent des choses qui surprennent, elles brisent les hommes qu'elles enchaînent. Cette chanson pour cette reine qui dit à son roi: maintenant, je m'en vais avec le vent, avec les barbares d'Occident. Ce que tu n'as pas défendu par les armes, ne crois pas le garder avec des larmes. Je m'en vais où ton peuple va. Je m'en vais me chercher un autre roi. Toutes les femmes sont des reines, sur terre, sur mer, neige ou désert. Derrière le voile des formes pleines, il y a le mystère des sirènes. Brûler les villes, brûler les bouges. La flamme lèche et le fer touche. La chair vivante parle par la bouche, la chair morte parle par l'amour. Ce que tu n'as pas défendu par les armes, ne crois pas le garder avec des larmes. Je m'en vais où ton peuple va. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes avec Franz Mars sur la télé à votre image, la THM. Eh bien, comment allez-vous chez vous? Est-ce que vous êtes bien? Vous nous permettez d'entrer chez vous aujourd'hui, pour ce dimanche. Alors, nous recevons pour vous, mesdames et messieurs, nous allons faire un tour. Je vous le dis tout de suite. La personne que nous recevons, elle vient de l'Afrique, particulièrement au Tchad. Un endroit qu'on aimerait vraiment connaître nous-mêmes d'un côté. On n'a pas encore visité l'Afrique. Je parlais avec cette invitée que nous accueillons. Il s'agit de Madame Hanifa Ali Oumar. Bonjour Madame Hanifa. Bonjour. Comment ça va? Ça, alhamdoulilah. Je parlais avec elle, je lui dis à huis clos comment j'aimerais visiter des endroits comme son pays, le Tchad, les Tchadiennes. Et autre que le Tchad, j'aimerais aussi connaître le Sénégal, la Côte d'Ivoire, je sais pas, et le Cameroun, le Bénin, qui est d'origine d'ailleurs, que les Haïtiens ont dit qu'on vient de ces endroits-là, le Togo, tout ça. Et je parle de tous ces endroits-là, et Madame Hanifa. Tout d'abord, le Tchad sera très fier de vous accueillir parce qu'il faut savoir que nous sommes un peuple très hospitalier. Là, vous avez beaucoup plus situé du côté de l'Afrique centrale, quelque chose que je n'y maîtrise pas assez. Mais comme je suis de l'Afrique, vous avez parlé de l'Afrique de l'Ouest, quelque chose que je ne maîtrise pas assez. Moi, je suis au Tchad, qui est situé à l'Afrique centrale. Est-ce qu'il y a autant de jeunes belles personnalités comme vous? On peut se tutoyer. Ah bon, merci. Merci de me mettre à l'aise et confortable parce qu'on va blaguer aussi. Hein. C'est plaisir. dans ma nature de pouvoir blaguer. Je commence à dire, mais quelle beauté. Est-ce qu'il y en a autant de beauté comme ça au Tchad? Mais bien sûr. Oui, oui. Elles sont nombreuses. Elle est élégante, comme vous voyez, mesdames et messieurs, très élégante. Donc, comme tchadienne, je ne sais pas, est-ce qu'on peut chercher d'abord à s'identifier, de savoir exactement qui est Madame Hanifa? Merci. Madame Hanifa est une réalisatrice. En dehors de la réalisation, je suis aussi à l'Assemblée nationale du Tchad comme chef de division des études culturelles et artistiques. J'ai une petite fille de 2 ans. Intéressant de savoir ça. Et comme réalisatrice, justement, nous allons parler de films,
parce que quand on parle de réalisation, il s'agit de film. On va parler d'un film qu'elle a fait. D'ailleurs, vous voyez le titre ici, c'est marqué Une femme, un destin. Mais d'abord, de savoir pour y arriver jusque-là, être réalisatrice, il y a des études qui ont été effectuées à ce niveau? Non, le début, quand je réalisais le tout premier film qui est intitulé Une femme, un destin, je l'ai réalisé étant autodidacte parce que je suis sortie d'une école de gestion, j'ai fait la HEC 4, donc j'ai étudié le management des ressources humaines, mais tellement que je suis passionnée par le cinéma, je me suis moi-même auto-formée à travers le net, etc., pour réaliser ce tout premier film. Et c'est par la suite que j'ai eu la chance d'avoir une bourse de l'État français où je suis partie à l'université d'été qui est à Paris pour suivre une formation en technique documentaire. Je reviens à ma blague là, de voir une personne autant élégante. Est-ce qu'il y a autant de belles femmes comme ça au Tchad, hein? Elles sont nombreuses, la beauté et l'élégance, c'est dans le sang du Tchadien. C'est dans le sang. Oui, donc moi je ne suis pas du tout surprise quand on dit madame vous êtes. Mais bien sûr. Des hommes aussi. Mais bien sûr, mais bien sûr. Très beau dans l'air boubou, surtout en turbané. Oui. C'est dans le sang du Tchadien. Ouais. Est-ce qu'il y a autant de gens élancés, hein, comme autant, bien plus que monsieur Saint-Louis, Font Saint-Louis, des gens élancés comme ça là-bas, de haute taille? Bien sûr, bien sûr. Trouve. Bien sûr, on en trouve. Sans toutefois trop entrer dans l'histoire des Sao, qui mesuraient même presque 2 mètres quelques, allant de 3 mètres. Ouais, voilà, c'était... Ça, c'est des gens qui sont capables de jouer aussi le basketball. Est-ce qu'il y en a qui font beaucoup de sport comme ça là-bas? Oui, mais sur le plan sportif, le Tchad n'est pas beaucoup plus représenté. Mais toutefois, on a quelques ambassadeurs qui sont sur le plan international qui nous honorent à travers le basket, étant les descendants des Sao. Oui. En matière de course aussi, parce que je peux te dire que les Éthiopiens sont très connus, comme par exemple pour les marathons. Donc je ne sais pas pour le Tchad, est-ce qu'il y en a qui ont déjà gagné dans les Jeux Olympiques des prix Oui, même tout récemment, le Tchad a participé aux Jeux Olympiques et il y a eu plusieurs qui ont remporté 2 médailles. 2 médailles, ok. Oui. C'est une population de combien d'habitants, le Tchad? Bon, pour vous parler un peu de la situation géographique du Tchad. C'est permis de me tutoyer. Le Tchad est un pays de l'Afrique centrale. Il est même situé au cœur de l'Afrique, au centre. Si aujourd'hui vous prenez la carte de l'Afrique, vous allez le voir. Il a ses voisins, 7 pays voisins. On a à savoir, il partage ses frontières avec 7 pays voisins, à savoir la Libye, le Cameroun, la République centrafricaine, le Soudan, le Niger et le Nigeria. Ouais, d'après les données statistiques des années 2023, sa population est estimée à 17 millions d'habitants, avec 52% de femmes. Intéressant de savoir ça. En matière comment je peux dire ça, de langue là-bas, on parle quelle langue particulièrement? La langue officielle parlée au Tchad, c'est le français et l'arabe. Ces 2 langues sont utilisées au niveau de l'enseignement et aussi dans l'administration. Mais au-delà de ces 2 langues, on a nos propres dialectes qu'on parle quotidiennement. Ah, d'accord. Ah, c'est intéressant de savoir ça. Ouais. En matière d'équilibre, parce que vous savez, hein, je sais que un peu partout, que ce soit même ici au Québec, hein, les femmes essayent de prendre leur place, par exemple. Comment ça fonctionne là-bas? Est-ce que vous avez vraiment tout le respect des hommes là-bas, des Tchadiens? Ah oui. Je parle en matière d'éducation particulièrement, pour les filles. Oui, il y a l'État qui déploie de moyens depuis tant d'années pour sensibiliser surtout sur la question de l'éducation de la jeune fille ainsi que son maintien à l'école. Mais malgré tout l'effort fourni par le gouvernement,
il y a encore beaucoup de choses à faire parce qu'on constate que beaucoup de jeunes filles sont scolarisées dans le primaire, au primaire. Oui. Et quand elles arrivent au niveau du secondaire, alors qu'elles sont âgées de 13 à 14 ans, elles interrompent l'école. Soit elles sont envoyées en mariage, soit elles sont utilisées dans les travaux champêtres, soit elles sont exploitées dans les ventes. D'accord, d'accord. Elles constituent en sorte d'un investissement. Alors, c'est de voir ça que finalement, c'est quand même une position de lutte. J'ai compris que par rapport à l'explication que je reçois là, c'est comme si, par exemple, les femmes doivent lutter pour avoir leur place, comme ça se fait aussi encore ici au Canada. C'est sûr que, par exemple, les Québécoises on travaille très fort et puis elles ont trouvé leur place. Hein. Mais c'est à coup de lutte, aujourd'hui encore. Bien sûr, il faut savoir que depuis la nuit des temps, les lois ont été faites par les hommes et pour des hommes. Ouais, donc c'est quelque chose qui essaie de mettre un peu la place de la femme. Mais aujourd'hui, quand vous me donnez de l'exemple du Québec ou bien de la France, il faut savoir que le début n'a pas été du tout facile. Moi, j'ai rencontré beaucoup de Françaises et de Québécoises avec lesquelles j'ai eu des échanges. Mais elles me disent que voilà, il y a de cela 5 ou 6 ans, voire 5 ou 6, voire 4 décennies en arrière, elles n'ont même pas le droit d'aller voter, elles n'ont même pas le droit de porter de pantalon. Mais suite à des luttes, elles ont tout fait pour à ce que des lois puissent être votées en leur faveur. Oui, donc, même du côté du Tchad, ça n'a pas été du tout facile. Moi, je dis, on ne voit même pas encore le bout du tunnel. Voilà, mais heureusement qu'aujourd'hui, il y a quelques femmes qui sont conscientes et qui luttent pour l'amélioration des conditions de vie de la femme. C'est sûr que, par exemple, je ne sais pas au Tchad si ça se fait, par exemple, je me rappelle... il n'y a pas longtemps en Arabie Saoudite que finalement on commence à permettre que les femmes puissent conduire. Il semble que ça ne se faisait pas à un moment, donc maintenant il y a une certaine libération pour permettre que la femme puisse conduire. Justement, et cette libération était le fruit de Khalid Ben Walid, qui est un Saoudien, mais il a une partie qui est américaine. Et lui, du fait qu'il a vécu une grande partie de sa vie vers l'Amérique et aussi avec la mentalité qu'il a, et c'est lui qui a fait tout à ce que les femmes puissent aujourd'hui conduire en Arabie Saoudite. C'est vrai, même au Tchad, beaucoup de femmes conduisent, mais il y a quand même certaines femmes qui sont issues des familles conservatrices qui n'ont pas encore le droit de se mettre au volant elles-mêmes. Et comment les hommes tchadiens perçoivent la femme au volant là-bas? Est-ce que c'est accepté pleinement ou bien, bof, ils soucient un peu? Ils soucient un peu, un tout petit peu. Supposons si c'est en cas d'accident ou bien en pleine circulation, on voit une femme, on voit juste la voiture qui est mal conduite, sans toutefois même voir qui est au volant. C'est sûrement une femme. Mais je le dis, vous n'avez pas le choix, vous allez accepter de voir les femmes conduire. Et de là, par exemple, en matière de culture, est-ce que les hommes cuisinent là-bas comme pour pouvoir partager avec les femmes et vice-versa? Parce que ça aussi rentre dans ce qu'on appelle la liberté de la femme de pouvoir vivre cette situation-là. Que les hommes puissent s'intégrer, s'immiscer en matière de culture, quoi. Je vois, mais culturellement parlant, dans la communauté tchadienne, la cuisine, c'est une tâche qui est féminine. La gestion du foyer en tant que telle est donnée à la femme. Surtout quand je parle du foyer, y compris vraiment le ménage qui prend une grande partie. Ouais. Moi, je vous donne l'exemple de mon père, puis à son âme, mais lui, il ne cuisinait. Parce que lui, comme il a aussi passé son enfance en France, là où il a étudié, pendant le week-end, voilà, il nous dit, assurez-vous que la porte est fermée, et puis il se met à nous cuisiner. Ah, c'est intéressant. Lui, donc ça veut dire que c'était un homme émancipé en ce sens. Justement, justement. Et c'est quelqu'un qui a vraiment influencé positivement ma vie.
vous voyez un petit peu de, c'est pas une timidité, un peu de gêne de pouvoir le dire, mais sauf qu'il faut que je puisse savoir, parce que ça m'intéresse de savoir est-ce que les hommes font des choses là-bas pour les femmes et vice-versa, tout ça. Et est-ce que, par exemple, du côté des enfants, ils commencent à cuisiner très tôt aussi? Quels sont les... je pose cette question, mais aussi je voudrais savoir qu'est-ce que on fait comme nourriture là-bas, les repas, tout ça. Ok. Mais quand vous parlez des enfants qui commencent à cuisiner très tôt, Oui. moi, j'ai mise beaucoup plus sur les jeunes filles. Sur les jeunes filles, Voilà, hein. parce que au Tchad, la force de la femme au sein de son foyer, c'est sa cuisine. La femme ne doit pas laisser l'estomac de son homme, de son mari, vide. Vide. Voilà, donc très tôt, dès l'âge de 8 à 9 ans déjà, les mères initient leurs filles dans la cuisine pour que demain, une fois qu'elles soient chez elles, elles ne vont pas déshonorer la famille. Oh, oui. Et les petits garçons? Non, les petits garçons ne sont pas initiés à la cuisine. Ouais. Et on a nos plats, on a les galettes, le kissar qu'on mange avec la sauce gliante. Kissar moula daraba ou la moula mouloukhé, comme le dit en arabe. On a aussi la boule. Ouais. On les consomme toujours avec la sauce gliante ou la sauce qu'on appelle charmout. C'est la viande séchée. D'accord, d'accord. J'arrive chez toi de quelqu'un là qui... En fait, je ne veux pas me prendre comme un étranger là, mais j'arrive chez toi. Quel est le meilleur repas que je vais me trouver à vraiment apprécier? Ça serait sûrement la galette. La galette. Oui, avec la sauce gliante, le gombo. Ok, ok. Ça, c'est vraiment là. Le gombo, ça me dit quelque chose parce que nous utilisons le gombo aussi. Et sans oublier aussi le thé, qui est communément appelé par l'arabe tchadien le chai. Le chai. Que j'en possède juste devant. Mesdames et messieurs, on nous a apporté du chai. Donc, je vais en goûter d'ailleurs pour voir exactement. Et parlons de thé. Jolie théière, comme vous voyez. C'est tellement joli. Je peux vous servir. Merci de partager ça avec moi. Il y a quelqu'un qui n'en aura pas ici. De l'autre côté, il est tellement loin. C'est M. Seloui, Fon Seloui. Je vais goûter. Mais il peut se rattraper à la fin de l'émission. Il aura sa part. On a tendance à pouvoir trinquer comme tel. Merci de faire ça. Est-ce que c'est la même tradition? Parce que j'ai déjà une malienne à l'université qui nous a fait du thé. Mais c'est incroyable, toute une cérémoniale. Est-ce que vous faites autant? Justement, on fait autant. Je peux dire que c'est bon, mon Dieu, c'est tellement bon. Oui, c'est vraiment aussi spécifique. Tout un chef d'œuvre. Oui, oui. On les laisse au feu pendant une dizaine de minutes. Oui. Et on met aussi beaucoup d'épices, à savoir les clous de girofle, le gingembre, persil, plein de choses qu'on met dedans. D'accord, ça dit que c'est un thé santé. C'est un thé qui est de santé. Justement, il est bio. Il contient beaucoup d'ingrédients qui sont conseillés dans la tradition, dans la médecine traditionnelle, et c'est même utilisé au niveau de médecine moderne. D'accord. Mais ce que je veux dire aussi en matière de cérémonie, je vois qu'elle prend par exemple la cafetière. Et elle fait, je ne sais pas, de très haut, elle lance sa main et puis on voit que c'est comme un tuyau, et puis on voit que ça s'étend, comment je peux dire ça, le thé en tant que tel. Je vois ce que vous voulez dire. J'aurais aussi fait la même chose, mais dommage que je pas cette cafetière-là que vous parlez, mais au niveau du désert, par exemple. Voilà, c'est vraiment cérémonial. C'est cérémonial. Oui, c'est cérémonial. Et pourquoi faire sortir, comme étendre le thé, autant tirer le thé comme ça? Pourquoi? Est-ce que c'est l'oxygène qu'on fait sortir de l'eau ou quoi? Explique-moi pourquoi ça se fait. Ça te fait rire. Ça, je suis dépassée. Ça, c'est dépassé, ok. Bon, parce que de voir qu'elle fait ça, je sens que c'est quelque chose que, c'est beaucoup plus précieux que ça. Donc, parce que nous, dans mon cas, je peux faire du thé, je fais bouillir et puis je verse.
Et de voir qu'elle fait tout cela, elle tire d'un côté, après elle reprend l'autre récipient, elle reverse encore de très haut, tout ça là. J'ai voulu comprendre pourquoi tout cela. Bon, c'est vraiment une représentation pour le peuple du désert. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller au désert et voir un homme du désert se servir simplement le thé de la même manière que je viens de le faire. Donc, c'est toute une représentation des soulevés tertiaires, voilà, et de s'en servir. Oui, oui. C'est pas bizarre. Excuse-moi de poser cette question-là parce que c'est intéressant de savoir. Hein. Une question que je lui ai posée, et puis là, je rejoins encore, je te rejoins avec les mêmes réponses. Non, mais j'apprécie cette curiosité. Merci. Ah, c'est savoureux, mesdames et messieurs, si vous le savez. Donc, ici, il y a le girofle là-dedans, ici, dans ce thé-là. Du cannelle. Oui. Girofle, du cannelle, du gingembre, et puis du citronnelle aussi. Cette cannelle, c'est en poudre, cette cannelle, ou bien c'est cannelle, je dirais, l'écorce même? Non, ce n'est pas l'écorce, c'est l'écorce, mais on a essayé de réduire en poudre. Ok, réduire en poudre. Et puis après cannelle, donc? C'est aussi en poudre. Oui, oui. Les clous du girofle, ce n'est pas en poudre, c'est juste voilà, quelques petites graines. Okay. Et puis on a aussi du gingembre qui est réduit en poudre. Ok. Bon, c'est bien. Merci de m'apporter ce thé-là, en tout cas. Donc c'est un thé tchadien, mesdames et messieurs. Alors, on y va, hein, parce que c'est pas l'objet de ta présence aussi, c'est pas surtout de parler seulement de ces choses-là, c'est de parler de ce que tu as fait. Comme par exemple, on parle du film là, Une femme, un destin. Nous allons faire une pause et nous allons venir sur ce film-là. À tout à l'heure, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous Madame Hanifa Ali Oumar. Donc, nous allons faire une pause. Allô? عافية بيه ما شاء الله. قلتك ايه؟ انا مقصرة في موضوع الحج انا ما اقدر. ايوه انا مقصرة كان علم كل انا جاهزة. ايوه En quoi consiste ce film-là, Une femme, un destin? Une femme, un destin, comme le titre vous le dit. Oui, oui. C'est une fiction qui est inspirée d'une histoire réelle, qui traite les problématiques de la femme du tiers-monde en général, et la femme tchadienne en particulier. Oui, ça aborde la question de la scolarisation des jeunes filles. On a aussi la question d'autonomisation économique des femmes, ainsi que l'entraide entre ces femmes. Ok. J'ai vu le film. On peut dire que c'est un court-métrage, mesdames et messieurs, en couleur, très bien fait. Et Merci. Comment, par exemple,
comme réalisatrice, tu arrives à faire ce film-là? Je peux dire... Il n'y a pas ce que je veux dire, c'est que je veux parler en tant que tel des difficultés ou des facilités que tu puisses faire le film. Je comprends, mais pour faire ce film, j'ai eu tant de difficultés que de facilités. Pourquoi? D'abord, comme je vous l'ai dit, quand je réalisais ces films, j'étais encore autodidacte, sans aucune formation en cinéma. Et puis, parmi les difficultés financières, je peux aussi dire que le film a été réalisé sur un fonds propre. Je n'ai reçu aucune subvention de la part de l'État, ni des firmes multinationales. Et on a aussi des difficultés que j'ai eues, c'est par rapport au manque de matériel que j'ai pu faire face. OK. Oui. Et parmi les facilités, je peux dire, j'ai eu la chance de collaborer avec une bonne équipe. Oui. Je leur rends un grand hommage, que sans eux, ce beau travail ne sera pas fait aujourd'hui jusqu'à sillonner une partie du monde, à savoir le Canada. D'accord, d'accord. Pourquoi je te pose cette question-là? Parce que c'est une cuisine aussi, hein. D'être derrière une caméra et puis ensuite de pouvoir faire le film. Donc ça demande aussi de gérer, d'être patient, de gérer non seulement les acteurs, mais par exemple les prises de vue, les paysages, tout. C'est par là ma question de savoir exactement quelles sont les difficultés que tu rencontres. Les difficultés que j'avais rencontrées, que dès que j'ai eu l'idée de réaliser ce film, je suis une personne très curieuse qui fait toujours des recherches sur l'Internet et à travers des livres, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, même sans aucune formation, on a tout ce qu'il faut à travers l'Internet. Oui. J'ai d'abord commencé à apprendre les différentes prises d'angle, voilà, avec leurs significations, etc. Et donc, voilà, une fois être sur le terrain, j'ai un assistant réalisateur. Donc, du coup, on a géré convenablement. OK. En matière de costumes, c'est-à-dire que les gens apportent leurs propres costumes ou bien il y a quelque part un magasin qui s'occupe de vous? Non, il y a une partie qui a apporté sa propre costume et j'ai aussi apporté quelques costumes de ma garde-robe, voilà, pour les faire habiller, du fait qu'on n'a pas eu de subvention avec de magasins pour habiller les comédiens. D'accord. Le maquillage, vous avez... vous savez pourquoi je dis ça? Parce que les films, souvent, on voit il y a des maquilleurs qui sont là, je parle des costumes, mais le cadre en tant que tel, comment ça se présente? Est-ce que vous avez tout fait par vous-même ou bien qu'il y a des gens, comme tu viens de me dire là, des gens qui vous aident en ce sens? On était deux. En dehors de la réalisation, j'assurais aussi le maquillage. Je me suis fait aussi assister par quelqu'un. Oui. Voilà, donc nous sommes deux pour s'en charger du maquillage des comédiens. Ça prend combien de temps ce film-là pour pouvoir le réaliser? Ça nous a pris au minimum 4 ans. 4 ans. 4 ans pour un court-métrage de 26 minutes. Pourquoi je dis ça 4 ans? La première version était une version de 16 minutes que j'ai réalisée. Le film a été projeté lors de la Semaine nationale de la femme. Et je me suis dit qu'en cette circonstance pareille, il faut que j'apporte quelque chose pour mon pays en tant que femme. Donc je me suis montrée volontiers pour parler au ministère. Et c'est ainsi que la première version qui faisait 16 minutes a été projetée. Par la suite, j'ai pu insérer quelques scènes. Donc, de 16 minutes, on était arrivé à 26 minutes. Et compte tenu des difficultés là, que j'ai fait face, des difficultés financières, c'est pourquoi la durée a pris jusqu'à 4 ans pour finaliser le film. OK. Est-ce que finalement, ce film-là, il va y avoir une suite en tant que tel ou bien tu vas passer à autre chose?
Non, je vais passer à autre chose. Ouais, je vais passer à autre chose. Parce que je regarde, quand je le dis là, c'est que je regarde le film en tant que tel. J'ai vu que c'est un film qui est sous-titré aussi, il faut le dire aux téléspectateurs. Ouais. Et à la fin, ça me met dans... C'est comme si je sens que il devrait y avoir une suite de ce film-là. Vous n'êtes pas le seul à me poser cette question. J'ai rencontré des gens avant vous qui m'ont posé cette question. Mais j'avais dit non, j'aime les films quand ça s'arrête, juste à travers les suspens. Oui, oui. Et comme vous l'avez dit, la dernière fois vous étiez présent lors de la projection du film. Ça, oui, oui. Donc à la dernière séquence, quand le mari demandait à la femme de choisir entre lui et ses affaires, elle n'a pas dit un mot, mais juste à travers son rire. Oui. Et aussi, on a la musique qui accompagne ce rire, qui dit Fikra dama yukun anahurna mustaqila, c'est en arabe tchadien, en arabe local, qui veut dire je ne suis pas partante avec cette proposition que tu me fais. Dorénavant, je suis une femme libre et financièrement indépendante. D'accord. Oui. La force qu'on a aussi à travers le court-métrage, est que dans le court-métrage, comme on n'a pas ce temps, cette durée de s'exprimer dans les petits détails. Donc, on met juste en exergue les points forts, les points puissants, et c'est tout sans toutefois entrer dans les détails parce que ça fait 26 minutes. Au moins, si c'était 1 heure, on peut vraiment apporter des détails, voilà, ou voir le couple en train de se tirailler ou la femme dit non, je ne suis pas partante, etc. Mais comme c'est un court-métrage, on a juste mis l'accent sur les points forts. Et dans ce film-là, je regarde le concept de liberté, c'est-à-dire que bon, finalement, la femme, ça montre d'un côté aussi le côté sacrifice de la femme qui éduque les enfants à un moment, et puis je regarde les difficultés que les enfants ont à trouver à manger, quelque chose comme ça. Est-ce que je comprends très bien que la réalisatrice que tu es montre la souffrance que la femme peut avoir à vivre? Bien sûr. C'était même l'objet principal de ces films. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est l'histoire d'une veuve qui est déscolarisée en classe de 5e. Ouais, Mais elle a eu 2 enfants issus du premier mariage où elle a perdu son mari. Et nous savions tous qu'aujourd'hui, le veuvage, que ça soit en Afrique, dans le monde en général, ça constitue vraiment un problème, et surtout lorsque cette veuve a des enfants. Et de surcroît, si elle est sans aucune activité génératrice de revenus. Ouais, elle se retrouve dans une situation très précaire. Elle n'arrive même pas à escolariser ses enfants. Elle n'arrive même pas à leur offrir à manger. Donc je me suis dit, il est temps pour moi de faire de telles œuvres pour conscientiser la population et surtout amener aux femmes d'apprendre à voler de leurs propres ailes. Pour celles qui ont eu la chance d'aller à l'école, tant mieux. Mais pour celles qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, il n'est pas tard. Elles peuvent toujours faire des activités qui peuvent leur rapporter quelque chose. Parce que même si on est marié, on ne doit pas compter que sur le mari à 100%, surtout aujourd'hui avec cette cherté de vie que le monde fait face. De voir aussi au cours du film, de voir l'autre amie de cette femme-là, une autre femme qui vient l'aider pour pouvoir s'en sortir. Donc, on sent en quelque sorte, je comprends très bien, c'est-à-dire qu'en tant que réalisatrice, en fait, tu as voulu faire de sorte qu'on puisse voir que, bon, les femmes se soutiennent là-bas. Oui. C'est-à-dire que cette soutenance-là, c'est-à-dire que c'est une solidarité en quelque sorte. Justement, la question d'entraide mutuelle entre ces femmes est très importante pour moi. Parce que vu déjà au niveau de l'administration, dans les institutions, on est trop stigmatisé des femmes. Des fois, même si la femme, elle est politique, elle est techniquement compétente dans l'administration, il y a des hommes qui n'acceptent pas qu'ils soient dirigés par des femmes. Donc, je voudrais dire à mes sœurs femmes
surtout dans cette lutte que nous faisons aujourd'hui face, pour celles qui sont au sommet, de pouvoir tendre la main à celles qui sont en bas et les relever. Et c'est bien dommage qu'aujourd'hui, voilà, dans la vie de tous les jours, on sente que celles qui ont ce pouvoir de pouvoir tendre la main aux autres ne le font pas. Oui. Par exemple, aujourd'hui, mon cas, rares sont les femmes qui me soutiennent, bien que je fais cette lutte. C'est juste pour améliorer les conditions de vie de la femme, mais même celles qui ont le pouvoir de m'aider ne le font pas. Celles qui le font, elles sont juste minimes. Donc je trouve que c'est très déplorable. On ne peut pas parler ou bien gagner cette lutte-là tant que nous, femmes, à la base entre nous, on n'est pas solidaires. Ouais. Et par ton voyage, parce que normalement venir au Canada et puis ensuite venir particulièrement à Montréal avec ce film-là, c'est intéressant parce que dans le sens qu'il y a des femmes immigrantes qui sont victimes de certaines choses, que par exemple il y a des femmes qui ont connu le fouet de leur mari, etc. Et même du côté des Québécois, il peut y avoir des dérapages, parfois des hommes qui décident de faire des choses. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a ce qu'on appelle des maisons de femmes pour pouvoir aider les femmes à être solidaires et s'entraider en quelque sorte. Est-ce que là-bas au Tchad, les hommes arrivent à faire ça ou bien ils ont beaucoup plus de respect des femmes? Il y a une partie des hommes qui font ça, mais ils sont minoritaires. Ils sont minoritaires. Voilà, ils sont minoritaires, c'est ceux qui le font. Mais je pense qu'ils doivent comprendre que dans cette lutte, la lutte ne sera jamais gagnée lorsque les femmes, nous sommes seules sans toutefois avoir le soutien des hommes. Je voudrais aussi faire savoir aux hommes que cette lutte que la femme elle fait, ça n'a rien, elle ne veut pas arracher à l'homme la place qu'il a, mais la femme cherche simplement à s'imposer, elle veut simplement s'affirmer dans la société, en avoir la place qui lui revient des droits. Et là, ma curiosité est profonde, c'est surtout de savoir, quand je parle des femmes battues, pour être plus clair, des femmes battues, c'est de savoir exactement est-ce que ça se fait là-bas aussi, au Tchad, parce que je viens de le dire, ça se fait ici, on protège les femmes. Les femmes sont très bien protégées en ce sens. Mais il y a toujours des dérapages des gens qui le font. Et il y a beaucoup d'immigrantes qui sont victimes de choses. C'est souvent l'intervention de l'État pour pouvoir les aider à s'en sortir. C'est la raison pour laquelle je pose cette question de savoir exactement est-ce qu'au Tchad, finalement, il y a des femmes battues? Justement, il y a des femmes battues. Le Tchad n'est pas épargné comme tout autre pays. Voilà, que ce soit les pays en voie de développement ou bien voire même les pays développés. Parce qu'aujourd'hui, les femmes, dans le monde entier, elles sont battues, mais seulement qu'elles sont protégées. Au Tchad, on a aussi, il y a eu quelques années en arrière, il y a un projet de loi qui était voté. Ce projet de loi protège les femmes. Ces derniers temps, on a beaucoup de cas de viol et de l'homicide au Tchad. Ouais, mais le problème est que des fois, on se rend compte que nos pesanteurs socioculturels prennent le dessus de l'administration. Ouais. Des fois, une femme elle est battue, mais elle préfère ne pas porter plainte, elle préfère aussi ne pas quitter ces foyers-là toxiques, juste par le regard de la société. Parce que nous sommes dans une société qui met en exergue les femmes mariées. Donc, quelle que soit la souffrance de la femme, plus souvent, voilà, elle ferme les yeux et elle préfère rester dans son foyer au regard du monde extérieur et mourir à petit feu. À petit feu, oui. Ouais. Et quand tu parles de meurtre à petit feu, il y en a qui n'ont pas la vie sauve ici au Canada. Et actuellement en Haïti, on entend beaucoup de viols, de crimes.
on tue les femmes aussi, tout ça. Donc c'est dans ce but-là que je pose cette question, pour dire qu'une femme, un destin, c'est un film qui se présente pour tout le monde, pour toutes les femmes du monde, quoi. Justement, toutes les femmes se retrouvent dans ces films. J'ai eu des Françaises, même des Québécoises, des Espagnoles. À chaque fois, quand ces femmes voient le film, elles me disent, mais non, moi, c'est vrai, même avec la différence de la peau, bien que c'est deux continents différents, mais je me retrouve dans ces films. Alors, ça a été atténué quand même dans Une femme, un destin. On n'a pas vu le côté violent. On a vu que l'homme a ce qu'on appelle l'emprise. Finalement, quand il vient à la maison, on lui donne à manger, tout ça. Mais en matière de besoin, en matière de nécessité, quand la femme demande certaines choses, c'est comme si je sens, par l'interprétation du film, qu'il y a un certain mépris de cet homme-là. Ah, justement. Et comme vous l'avez vu au début du film, juste à la toute première séquence d'ouverture, qu'est-ce qui a d'abord poussé la femme à prendre le téléphone et appeler le monsieur? C'est lorsqu'elle a vu la situation désastreuse de ses enfants qui n'arrivaient même pas à manger, voilà, qui partageaient même le peu de pâtes qui restait. Voilà, c'est de là qu'elle a décidé de prendre le téléphone et appeler le monsieur et lui dire que je suis partante à ta proposition. Ce qui veut dire que bien avant, le monsieur l'a demandé en mariage, elle était catégorique, mais là, elle se retrouve contraignante vu de la situation qui traverse ses enfants. Donc, c'est pour dire que l'autonomisation économique de la femme a un très grand rôle. Donc la femme, même aujourd'hui, le mépris que cette femme traverse dans le foyer, c'est parce qu'elle n'a rien. Si seulement elle a un revenu, je pense qu'elle n'a même pas besoin aujourd'hui de demander l'appui du monsieur. S'il l'a, tant mieux, il peut le faire, tel que la responsabilité l'oblige. Mais s'il ne le fait pas, elle peut le faire elle-même, tel que le paiement de la scolarité de ses enfants, qui lui fait savoir est-ce que c'est une urgence pour qu'elle le réveille en pleine nuit. Oui, c'est une urgence. Oui, tout ce qu'elle traverse, c'est parce qu'elle n'a pas quelque chose en main, elle n'a pas d'activité génératrice de revenus. Et après, quand elle a réussi à s'envoler de ses propres ailes, il n'était pas du tout prêt à accepter cette indépendance financière. Voilà. Nous allons faire une pause, ça fait longtemps qu'on devait la faire. Nous allons faire une pause et puis nous allons revenir, Hanifa, tout à l'heure. À tout à l'heure. Vous suivez avec nous, mesdames et messieurs, Rencontre FM avec Franz Mars. Et puis nous recevons aujourd'hui Hanifa, Madame Hanifa Ali Oumar. À tout à l'heure. Toutes les femmes sont des reines. Dis-le à celle qui t'aime. Ne pas vouloir devenir roi, ne change rien, c'est comme ça. Voilà ce qu'a dit une reine à un roi bon, vaincu sans haine. Elle est partie comme s'en va la mer quand la lune veut ça. Ce que tu n'as pas défendu par les armes, ne crois pas de garder avec des larmes. Je m'en vais où ton peuple va. Je m'en vais me chercher un autre roi. Je m'en vais. Alors nous sommes de retour, mesdames et messieurs, avec notre invitée qui est Madame Hanifa Ali Oumar.
nous parlons de film. Nous parlons de ce film-là qui s'intitule « Une femme, un destin ». Et j'interroge en effet parce que normalement, c'est une femme qui défend aussi la cause de la femme, n'est-ce pas? Bien sûr. Qui défend la cause de la femme. Et puis ça rejoint toutes les femmes, c'est pas seulement la femme tchadienne dans ce sens. Les espaces ne sont pas les mêmes. L'espace qu'on trouve ici au Canada n'est pas l'espace tchadien, mais on sent que les situations vécues sont quasiment les mêmes. De sorte que la femme défend, la femme mondiale défend toujours sa position. Mais je peux dire que, par exemple, ici au Canada, au Québec, les femmes ont fait beaucoup de chemin. Elles ont réussi beaucoup de choses. Elles sont, je dirais, un peu égalitaires. Hein. Je ne pense pas qu'elles vont dire autrement en voyant ce film que, pour moi, je trouve qu'elles ont réussi, elles ont atteint beaucoup d'objectifs, même si ça peut continuer. Alors, est-ce que peut-être, puisqu'on parle de fiction, est-ce que, en tant que réalisatrice, tu vois qu'un jour, que la femme tchadienne va trouver sa place? Oui, je suis optimiste que la femme tchadienne peut retrouver sa place, mais en une seule condition. La question que je me pose, est-ce que la femme tchadienne, elle est prête à s'affirmer elle-même? Oui. Il faut qu'elle sache qu'au moment où, devant la loi, tous les citoyens sont égaux, et même religieusement parlant, aujourd'hui dans l'islam, Oui. la femme a une grande place au sein de l'islam. Oui. Il y a même eu 2 versets coraniques qui sont dédiés à la mémoire de la femme. On a la sourate Mariam et on a la sourate An-Nisa. Mariam, c'est la mère de Jésus, Issa. Et An-Nisa, c'est une sourate qui est dédiée aux femmes. Donc c'est pour preuve à suffisance que la femme doit avoir sa place dans la société, même religieusement parlant. Et n'oublions pas aussi que la femme du prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Khadija, est une femme d'affaires, une commerçante, et elle a eu le soutien de son mari. Il l'accompagne jusqu'au marché pour qu'elle puisse liquider ses marchandises. Donc j'aimerais que cette femme tchadienne doit se battre pour obtenir sa place. Mais si elle est là, elle se contente du peu qu'elle a. Permettez-moi de vous dire que ça ne lui sera pas facile de trouver sa place, surtout dans un monde très conservateur. Et aujourd'hui, il y a aussi la présence de beaucoup d'associations féminines voilà, qui essaient de lutter pour les conditions de l'amélioration de la femme. Je les félicite et c'est déjà une très bonne initiative voilà, pour qu'on puisse atteindre le ciel qu'on souhaite. Je comprends pas te dire que, comment je veux dire ça, la société tchadienne est beaucoup plus patriarcale. Est-ce qu'à ce moment-là, les femmes ne devaient pas éduquer leurs petits-enfants pour leur montrer le respect qu'ils doivent, leurs petits garçons surtout, pour leur montrer le respect qu'ils doivent, n'est-ce pas? Et en grandissant, ça va venir qu'ils vont être éduqués à avoir un très grand respect et donner, n'est-ce pas, à la femme sa place. Moi, je pense qu'il est vraiment temps de le faire. Et cette éducation ne doit pas seulement concerner les mères envers leurs enfants, leurs fils, mais les parents des deux sexes doivent commencer à sensibiliser leurs petits-enfants, à les inculper cette éducation qui leur fait savoir qu'ils sont égaux. Par exemple, au niveau du tâche ménagère, on peut déjà apprendre aux hommes ce qu'il doit aussi faire. Et par exemple, après, avec le temps, quand il sera adulte, le ménage en tant que tel ne sera pas seulement géré par sa femme, mais il peut aussi contribuer. On peut, par exemple, éduquer aussi les enfants. Aujourd'hui, quand il y a un viol, par exemple, un viol qui se passe, on ne cherche pas à savoir pour quel motif la fille a été violée, mais on dit qu'elle l'a mérité.
Ok. Donc, des fois, on juge les femmes juste à travers Alors, leur... c'est comme si c'est sa faute. Voilà, c'est comme si ça frotte. Mais on doit éduquer à l'homme qui est le responsable du viol. On doit les faire savoir qu'ils n'ont pas le droit, voilà, de traiter la femme de cette manière. La femme est un être, elle est à la fois... Elle n'est pas une chose. Elle n'est pas une chose, elle n'est pas un objet. Ouais. Elle est à la fois une mère, elle est à la fois l'épouse et elle est à la fois une sœur. Donc, elle mérite vraiment le respect. Donc, je pense que quand on commence vraiment à éduquer les enfants dès le très bas âge, à voir la femme comme un être spécial et non un objet, je pense qu'avec le temps, cela va nous contribuer vraiment à éviter le dégât qu'on fait face aujourd'hui. Oui, oui, oui. Et là, ça demande aussi, comme on disait tout au début, de l'éducation des jeunes filles. Parce que si les jeunes filles s'éduquent davantage, c'est-à-dire qu'évoluent, vont faire beaucoup plus d'études à ce moment-là, ça peut aider aussi en quelque sorte à ce que, parce que ce sont ces jeunes filles avec ces jeunes garçons qui vont devenir peut-être adultes pour devenir des comment je peux dire ça, des partenaires hein, de vie. Alors à ce moment-là, ça vaut la peine que ces jeunes-là puissent s'éclairer en ce sens et s'émanciper, à voir que bon, finalement, tiens, nous devons avoir notre équilibre par rapport à notre partenaire qui est le jeune garçon. Je ne sais pas. C'est une façon de parler. Justement, je valide ce que vous le dites. Ouais, ouais. Et alors, les hommes tchadiens, quand ils sont ici, au Canada, ils n'ont pas vraiment le pouvoir, comment je peux dire ça là, ils ont perdu le pouvoir qu'ils avaient dans leur pays, c'est ça que je veux dire. Je ne suis pas du tout choquée par ces questions divergentes. Voilà, étant artiste, j'aime toujours la différence, voilà, parce qu'une œuvre, pour que l'œuvre puisse vraiment avoir un poids, il faut qu'elle puisse faire l'objet des discussions, des normes, des contradictions. Ça a retenu mon attention, parce que j'en ai vu deux qui se sont prononcés, qui ont trouvé que réellement la vie n'est plus la même, la façon dans leur culture, comme ils vivent en Afrique, et quand ils vivent ici, donc c'est pas la même chose, c'est comme si la femme a beaucoup plus de pouvoir ici. C'est là que je suis avec toi. Moi, je les comprends parfaitement. Il faut savoir qu'on a aussi nos traditions, nos cultures. Elles ne sont pas seulement négatives. On a des cultures qui sont positives. Aujourd'hui, le fait que je puisse porter cette voile, beaucoup ont apprécié ça. Je l'aime à chaque fois quand je voyage. Je m'habille, je mets en exergue ma tradition, je mets en exergue ma culture. Mais par contre, il y a des cultures qui sont vraiment négatives, des cultures qui portent vraiment atteinte. Oui. Il faudrait que tout le monde puisse savoir que on n'est pas obligé de garder ces cultures négatives. Par exemple, aujourd'hui, voyager. Si une famille peut quitter la Côte d'Ivoire, une famille peut quitter le Mali ou le Tchad, et venir s'installer en France ou bien venir s'installer au Canada, ne va pas amener avec elle cette culture négative. Par exemple, donner la fille en mariage à 13 ou 14 ans. C'est un bel exemple, oui. Oui, c'est une culture qui est négative. Mais cette culture, elle n'a jamais été encouragée par la religion. Mais on dirait que cette religion a été très mal interprétée par des hommes où les traditions ont pris vraiment le dessus de l'administration publique ainsi que de la religion. Et c'est cette tradition-là qui s'épand et qui s'impose. Oui. Donc, certaines de nos traditions, il faut vraiment le laisser. Et aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de frères africains qui disent qu'ils ont peur d'amener leur pays au Canada ou en France. Voilà, que ces pays, c'est le pays des personnes âgées, des chiens et des femmes. C'est intelligent parce que moi, je me gêne un petit peu de venir sur ces sujets-là avec les questions parce que je ne veux pas vraiment te déranger, mais en même temps aussi, voilà, tu m'as tout à fait compris. Et en quelque sorte, c'est là que je veux y aller avec toi. Par rapport à ce que tu es en train de dire, tu peux continuer.
Donc, dès qu'elles viennent s'installer dans un autre pays, voilà, ils doivent savoir qu'il y a des choses qu'on ne doit pas vraiment importer avec nous. L'homme, par exemple, quand il est chez lui, il ne peut pas faire plaisir à sa femme à aller à cuisiner. Peut-être il peut voir le regard de la société, sa famille peut lui coller toute l'étiquette, que c'est un homme lâche, que c'est un homme qui vit sous l'emprise de la femme, que c'est un homme qui a été marabouté. Par exemple, quand il vient ici, supposons si la femme veut aussi travailler, il doit savoir que les tâches peuvent être vraiment partagées. Voilà, parce qu'au moment où tous les deux travaillent, la femme a des obligations envers son conjoint, la femme a des enfants. Et ici, on ne peut pas aussi prendre des aides ménagères, on ne peut pas aussi prendre les nourrices, par exemple, au Tchad, ou bien en Afrique, par exemple. Une famille qui travaille peut aussi peut avoir le droit d'avoir 2 ou 3 personnes qui peut être à leur disponibilité, compte tenu voilà, du SMIC. Mais ici, avec un SMIC très élevé, on ne peut pas avoir quelqu'un qui doit contribuer, qui doit alléger les tâches ménagères. Donc, le tout doit être vraiment partagé. Donc, il faudrait que ces hommes-là soient vraiment prêts à accepter ce genre de changement. Intéressant. Par rapport à d'autres régions du continent africain, le Tchad, je voudrais savoir aussi, est-ce que l'homme peut être polygame, des trucs comme ça? Ce n'est pas exprimé dans le film, mais je vois l'homme qui prend de l'argent et qui sort. Hein? Donc ça sous-entend qu'il va quelque part. Lorsque la femme lui demande et lui dit, écoute, tiens, où est-ce que tu y vas? Et puis, donc il y a des choses à régler. Et puis, malgré tout, il a pris l'argent, il l'a serré et puis il est parti. Au niveau même de la mairie, voilà, les mariés peuvent signer même pour la polygamie. Et d'ailleurs, c'est même autorisé par... Ça veut dire que c'est accepté aussi par les femmes? C'est accepté même par les femmes. La religion aussi, voilà, les recommande. Mais être dans un foyer polygame n'est pas le problème, mais c'est à l'homme d'avoir un comportement responsable, de bien gérer cette polygamie. Bien gérer cette polygamie, ce serait de pouvoir... comment je peux dire ça, vivre avec les femmes au même niveau. Je ne trouve pas le mot, mais c'est-à-dire que les femmes combien de femmes comme telles dans cette polygamie? Ça peut aller de 2 jusqu'à 4. De 2 jusqu'à 4? Oui. La religion ne l'autorise pas au-delà de 4. Au-delà de 4. Et quand je dis de bien gérer la polygamie, c'est pour dire d'être équitable, d'être équitable envers ses épouses. Et tout à l'heure, vous avez parlé de l'homme qui prenait l'argent en cachette sans toutefois demander à ce que la femme lui donne. De là, je vais juste exprimer que quand la femme n'a aucun revenu, elle peut faire face à beaucoup de choses dans son foyer. Oui. Et là, déjà, c'est de l'avoir déjà sous son emprise. Il a de l'argent, elle a demandé un peu pour aller se présenter dans la cérémonie de son ami. Il lui dit non, je n'ai pas d'argent. Et du coup, elle s'emprisonne. Elle ne peut pas aller les mains vides. Donc, elle reste à la maison. Et au moment, si un gars, par exemple, si elle travaille, il peut la donner tout comme ne pas la donner de l'argent, mais toutefois, si elle travaille, elle peut toujours en avoir quelque chose qui va lui permettre d'apporter un cadeau pour son ami. D'où l'importance de la question d'autonomisation économique de la femme. Parce que la femme ne peut pas avoir sa liberté tant que financièrement elle n'est pas indépendante. J'interprète dans le film toujours, cette fin on arrive à quelques 5 minutes de l'émission, j'interprète de voir cette femme-là qui était vraiment malheureuse à un moment, puis l'autre, l'ami qui était sa condisciple est venu lui donner un chèque, et puis après on la voit évoluer, mais elle a été chez un homme qui lui a demandé aussi de sortir avec elle. Alors c'est là que je me suis dit, une femme, un destin, est-ce qu'il n'y a pas un secret de cette femme-là qui a brusquement, à la fin, elle a pris de l'extension, elle a une moto, et puis ensuite, ça va bien pour elle?
Non, il n'y a aucun secret derrière cette œuvre. Voilà, la femme, elle a été très directe et honnête lorsque le monsieur essayait de lui faire de gros yeux. Parce que dans la tradition, lorsqu'une femme travaille, des fois, il y a déjà les préjugés. Aujourd'hui, si une femme parvient à s'en sortir dans les affaires, on peut facilement l'indexer en soi disant qu'il y a quelque chose qui louche quelque mal. Si une femme est nommée ministre ou elle a eu des postes de responsabilité, il y a toujours des préjugés pour dire que elle est sortie, c'est grâce à telle personne. C'est grâce à telle personne. Donc, je voudrais faire savoir à l'opinion que la femme, elle doit s'imposer parce que il a même été prouvé qu'elle est intelligente, plus que l'homme. On a vu des femmes qui sont conscientes et qui sont techniquement compétentes, plus que les hommes. Donc la femme, elle peut s'en sortir partout. Et il faudrait que ces gens-là puissent savoir que, voilà, celle qui travaille, celle qui voyage, c'est vrai, elle peut avoir une certaine liberté, mais pas du libertinage. Oui. Bon, on arrive vers la fin de l'émission. Dans 3 minutes, en fait, je t'accorde de pouvoir dire ton projet futur après ce film, ou bien pour ce film en tant que tel. Merci. Mon projet futur, c'est toujours un film, fiction, qui traite le cas du viol, parce que le viol est puni par la loi tchadienne. Et il y a beaucoup de femmes qui se font violer, mais par contre, elles protègent leur viol, ou bien ça passe par des questions à l'amiable. C'était une façon aussi de mettre en exergue ce projet de loi qui est voté à l'Assemblée nationale par nos députés et aussi interpeller la population pour un changement de mentalité. N'oubliez pas aussi que je suis administratrice parlementaire. Oui, oui. Donc ça serait vraiment crucial de pouvoir faire la promotion de ces projets de loi qui sont votés en interne. Merci d'être venu à notre rencontre FM ici à THM. C'est la télévision à notre image, n'est-ce pas? Donc si jamais il y a des gens que tu peux nous référer, ça nous fera plaisir de les recevoir aussi. Ça a été vraiment un plaisir de te recevoir, Anifa, Madame Anifa Ali Oumar. Et puis je te souhaite bonne chance au nom de toute l'équipe aussi, au nom de M. Franz Saint-Louis et son équipe. Parce que derrière lui, il y a Peterson Chéri, il y a Madame Yannick Joseph, il y a Wilson Pierre, donc qui forment l'équipe. Alors merci d'être venu à notre studio ici. Merci. Merci beaucoup. Tout le plaisir est à moi d'être sur ce plateau et de partager le maximum d'expérience. D'accord. Si tu veux y revenir, ça nous fera plaisir. Je l'espère bien. D'accord. À la prochaine. À la prochaine. D'accord, merci. Alors voilà, mesdames et messieurs, donc c'est la fin de l'émission. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et puis bon dimanche, à la prochaine. C'était Franz Mars, votre animateur.